Bonjour Thomas, Bonjour Lilou. ravi de pouvoir faire cette interview aujourd'hui. Vous êtes à Bruxelles ou en Belgique en tous les cas? Oui, je suis en Belgique, mais chez moi, j'ai la chance d'habiter la campagne, dans la forêt, comme on le devine derrière. Ouais, donc j'en profite pour faire un coucou à tous les Belges qui regardent énormément ces interviews, qui sont ouverts d'esprit, qui diffusent, ouverts de cœur également. Donc c'est un bonheur de pouvoir interviewer un Belge. Vous êtes un ancien avocat belge, Oui, écrivain, formateur, psychothérapeute. Vous avez connu un énorme chamboulement dans votre vie. On vous connaît par votre grand succès il y a 20 ans, Cessez d'être gentil, soyez vrai. Grâce à cette transformation que vous avez vécue vous-même, vous avez pu partager avec des millions de personnes, hein, ces découvertes. Donc bravo pour le courage que ça demande de basculer comme ça dans un nouveau paradigme. Ça n'a pas été simple, je suppose. c'était surtout une question de survie. Oui, c'était vraiment. Je sentais que j'étais en train de mourir d'ennui dans mon métier précédent et que la vie n'était pas faite pour mourir d'ennui. On va parler quand même de la colère dès le début de cette interview parce que j'ai l'impression que la colère a quand même été, vous la remerciez maintenant de ce Ah changement oui. justement que ça a pu provoquer. Donc c'est une émotion et toutes nos émotions bien sûr, et on va en parler au cours de cette interview, mais nous donnent des messages pour la vie, pour avancer. Il y a tellement de sujets qu'on peut aborder avec vous, mais après on va parler, bien sûr, vu les circonstances en ce moment, de ces changements de vie qu'on est tous en train de vivre, de ces virus, de ce qui nous attend, des chamboulements de vie, on avance un peu vers l'inconnu et j'avais envie de principalement axer cette interview autour de pouvoir goûter à notre présence, de goûter à cette existence, d'aller au-delà de cette nostalgie d'ailleurs pour la vivre dès maintenant et être dans cette expansion du vivant, de ce que c'est d'être un être humain encore plus en ce moment. Face à des choses qui dérangent, qui peuvent déranger et qui sont difficiles à vivre autour. Mais bien sûr, ça passe par une transformation personnelle. Vous l'avez vécu vous-même, la colère, comme on vient de le dire, était une émotion qui était là, qui vous a permis que vous remerciez maintenant. Donc je serais Oui. intéressée de commencer par ça. Parce que cette colère, et vous le nommez d'ailleurs dans ce dernier livre que vous avez sorti, Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes? Là aussi, il y a de la colère. Hein. Dans notre société, il y a de la colère, quelque chose qui a été non exprimé. Et vous avez pu vous en servir comme carburant, on va dire. Oui, il y a une énergie extraordinaire dans la colère si on apprend à bien l'utiliser et à en faire bon usage. Ce qui peut être négatif et voire tragique, c'est pas la colère en soi, parce que la colère a pu libérer des peuples de l'esclavage et permettre à des gens de quitter une manipulation ou un abus, parce que la colère les a fait rebondir. Donc, ce qui est négatif, ce qui peut être tragique, c'est la colère quand elle est mal utilisée, mal comprise et qu'elle est retournée de façon agressive contre les autres. Et j'ai pu découvrir, grâce à la communication non violente, la capacité à faire des colères non violentes, des colères extrêmement claires, assertives, affirmatives et cependant non violentes. Et donc ça donne beaucoup de force pour se transformer. Et c'est vrai que dans mes livres, d'ailleurs, je reviens souvent sur le fait que la colère m'a sauvé la vie. Elle m'a permis de réaliser que j'étais en colère contre moi, mon inertie, mon incapacité à changer, alors que je sentais le besoin de changer, ma docilité, mon côté gentil, j'en ai fait mon livre évidemment, et que j'avais vraiment besoin d'oser être qui je suis. Et donc, merci à cette colère de m'avoir mis en route. Et je vois aujourd'hui que les gens qui apprennent à utiliser la colère comme une force bénéfique pour transformer les choses autour d'eux, eh bien, font un chemin de vie étonnant. Et c'est d'ailleurs intéressant, on n'aura peut-être pas l'occasion aujourd'hui, mais de dire qu'il y a autant d'énergie dans la joie et on ne le sait pas. La joie est une puissance de transformation incroyable, très négligée dans notre culture où on est plutôt à ressasser le malheur, ce qui ne va pas, la tristesse, le désarroi, plutôt que la joie. Mais il y a là deux puissants moteurs de transformation. C'est ce que dire émotion. Et émotion, ça nous met en mouvement. Emovere, dites, le mot latin dit bien la chose. Ouais. Donc par rapport à comment vous voyez, quelle est pour vous la relation en ce moment avec justement ces virus, ce qui nous arrive, ce qui nous un peu tombe dessus, pourquoi ça arrive en ce moment pour vous par rapport à par rapport à à une évolution de société, on va dire, qui est nécessaire. Mhm.
L'évolution est nécessaire, comme vous le dites, Lilou. Il me semble qu'on peut faire, ou en tout cas proposer, un parallèle entre ce qui arrive dans nos vies individuelles et ce qui arrive là sur le plan collectif. J'ai pu voir comme thérapeute dans mon propre cheminement et dans l'accompagnement de tant de personnes depuis 25 ans, que lorsque une secousse arrive dans notre vie, une maladie, un accident, un divorce, un licenciement brutal, un moment de dépression ou de manipulation dans le milieu professionnel ou autre, quand une épreuve arrive et que nous voulons bien la décanter, en tirer la substantifique moelle, la plupart du temps, elle était là pour nous inviter à passer à un palier de conscience plus subtil, plus éveillé, plus fort, plus conscient, plus discernant, plus généreux aussi. Et mon travail de thérapeute, et le travail des thérapeutes d'habitude, consiste justement à accompagner ce passage dans l'épreuve pour voir quelle éclosion elle va permettre. Eh bien, je pense que sur le plan collectif, nous avions besoin d'une secousse de ce type-là pour éclore à une autre façon de vivre ensemble pas seulement entre humains, mais avec les autres qu'humains, les animaux, la Terre, la planète et ce qu'on appelle les ressources, mais qui sont tous les éléments avec lesquels nous cohabitons. Et donc, j'espère qu'à travers la difficulté, à travers les épreuves, bien sûr, la souffrance de ceux qui sont malades, la perte d'êtres chers, à travers cette épreuve, nous ayons l'occasion collectivement de nous éveiller à transformer notre rapport au monde et au vivant, et à toute forme de vivant. Ouais. Parce que on sentait déjà avant qu'on avait une certaine nostalgie du bonheur, de quelque chose où nous étions dans où il y avait plus d'amour que ce qu'on était en train de vivre, en gros. Et là, avec la situation actuelle, on se dit, mais c'était quand même génial avant. Avant ce virus, il y avait quand même des choses dont je n'étais même pas reconnaissante et qui étaient déjà quand même extraordinaires. Et là, on est en train de petit à petit se dire, mais peut-être que ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, et plus tard, après, je le regarderai comme, là aussi, en étant nostalgique. Alors, comment arriver petit à petit à retrouver, comment vivre avec cette nostalgie et quoi en faire, que ça soit une nostalgie de cette vie-ci ou, comme vous dites, de quelque chose de plus universel ou qu'on a pu vivre au niveau de l'âme. Oui. Oui, la nostalgie est quelque chose qui m'a beaucoup habité longtemps. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle je suis entré en thérapie. C'est que je vivais avec nostalgie quand il y avait une fête, une retrouvaille. J'étais joyeux, j'ai toujours aimé la fête et les amis et être dans l'instant présent. Mais lorsque je revenais dans mon petit appartement de célibataire, j'étais célibataire assez longtemps, j'étais triste et nostalgique de quelque chose d'indéfinissable qui aurait été mieux avant et dont je portais comme le souvenir. Et il m'a fallu accepter que je ne vais pas passer ma vie en nostalgie, je veux être dans l'instant, dans le présent, et donc de comprendre d'où vient cette nostalgie. Et aujourd'hui, je perçois que beaucoup de personnes ressentent comme un passé plus joyeux, plus tendre, plus doux, dont elles aimeraient retrouver les voies. Et je pense qu'il y a une dimension spirituelle, c'est que nous avons le regret de l'appartenance au tout, à la plénitude, à la totalité, ou à Dieu, on met le mot que l'on veut sur cette globalité qui est au-delà des mots, évidemment, et que dans cette individuation dans le corps, nous avons l'impression d'être séparés, ce qui est évidemment une illusion, parce que la seule chose qui est peut-être un peu limitante, c'est l'incarnation physique, mais notre cœur, notre être, notre âme est complètement en lien. Et donc, ce que nous pouvons apprendre à retrouver, et je crois que les épreuves comme celles que nous vivons aujourd'hui collectivement par la pandémie sont là pour ça, c'est sentir que ce que nous sommes vraiment est au-delà de ces circonstances matérielles. Notre véritable essence traverse. Et au fond, ce que je suis vraiment n'est pas né et ne mourra pas. Et donc, on peut regarder ces choses avec assez bien de tranquillité en disant, tiens, voilà, je fais cette expérience d'être incarné dans un corps. Il y a des joies, il y a des peines, il y a des souffrances, il y a des moments de plénitude et d'appartenance, il y a des moments de solitude. Tout ça, c'est du ressenti de surface. Mais moi, comme être conscient, j'ai besoin de quitter cette surface de l'étang qui miroite à chaque courant d'air et de descendre tranquillement dans un courant de fond qui me mène avec stabilité dans la qualité d'être que je veux vivre et transmettre. Pour moi, il y a vraiment une dimension de transmission, de partage. On a complètement dépassé les enjeux du développement dit personnel. Toute personne qui fait ce travail de s'ancrer dans son élan de vie profond pour être au-delà des circonstances, des agitations de surface, de l'action-réaction, des rapports de pouvoir, de la culture du malheur, lorsqu'on fait ce travail pour descendre à l'intime de soi, je crois que nous faisons tous du développement social durable. C'est intéressant ce que vous dites de ce côté descendre, parce que souvent on parle d'ascension justement, et là vous parlez de descendre dans l'intimité de soi. Est-ce qu'on pourrait vous pourriez en parler un peu plus ?
Oui, je pense que l'exercice est double, Ilou, pour être tout à fait sincère. Lorsqu'on me demande ce qu'est la communication non violente, qui est donc l'approche de Marshall Rosenberg que j'enseigne depuis 25 ans, je dis l'appellation est très pauvre par rapport à la portée du travail que cette approche permet de faire. Parce que bien sûr, on entend dans communication le fait que je vais apprendre à mieux m'exprimer, même si les choses sont délicates ou puissantes comme la colère, et je vais apprendre à mieux laisser l'autre s'exprimer et tenter de le comprendre au-delà des mots et comprendre ce que l'autre vit derrière ce qu'il dit, parce que les mots de l'autre peuvent être agressifs, le ton peut être désagréable, mais je vais développer une capacité d'empathie qui va simplifier les choses et me faire gagner un temps et une énergie précieuse. Donc il y a un aspect horizontal, sans aucun doute, dans la communication non violente, mais souvent elle est limitée à ça. Alors que la première personne avec qui nous avons besoin d'apprendre à communiquer avec profondeur, avec finesse, avec, je dirais, inclusion de toutes ces parties, c'est nous. Et donc, il y a vraiment un travail d'entrée, d'ancrage en soi. Et comme vous le savez, les auditeurs le savent, la communication non violente nous invite à bien prendre conscience de nos sentiments et de nos besoins, mais pas juste premier niveau de besoin, besoin derrière le besoin, derrière le besoin, derrière le besoin, derrière le besoin, derrière le besoin. Les besoins sont comme des poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Chacune est creuse pour accueillir la suivante jusqu'à l'ultime qui est pleine. Et donc le travail consiste à trouver quel sera pour chacun de nous l'état de plénitude avec lequel je vais me promener dans le monde. Et donc c'est bien autre chose que simplement choisir de bons mots pour dire les choses avec gentillesse. C'est pas ça la communication, c'est vraiment un ancrage. Et ce que j'observe pour répondre à votre question, c'est que concomitamment à ce travail d'ancrage dans qui je suis vraiment, la vraie personne, derrière le personnage construit qu'on a tous, hein, le personnage construit par papa, maman, l'éducation, les traditions, etc., il y a en chacun de nous une vraie personne qui attend de s'émanciper, de s'éveiller. Derrière ce travail d'ancrage dans la vraie personne, il y a vraiment un travail d'éveil, de conscience, d'ouverture. C'est comme si nous hissions une antenne, un capteur pour percevoir quelque chose de beaucoup plus subtil. Je ne sais pas si c'est de l'information, de la vibration, de la connexion, peu importe les mots, c'est une expérience à vivre. Il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus, il y a à vivre cette conscience. Tiens, j'appartiens à un monde inspiré. Je peux percevoir une intuition, une perspective, une tendance. Je sens une présence, une appartenance au monde. Et je souhaiterais, évidemment, particulièrement en période de transition, comme parce qu'on est bien au-delà d'une crise, c'est une vraie transition ce que l'on vit, que chacun de nous puisse sentir que nous ne manquons pas de ressources, nous manquons juste d'accès à la ressource parce que nos éducations ne nous apprennent pas comment faire cet ancrage en soi et hisser l'antenne pour capter le souffle. Donc c'est aussi bien un travail intérieur pour vous qu'une élévation, qu'une connexion vers quelque chose de plus grand. Donc il y a les deux. Comment ces mouvements se passent? Est-ce que c'est d'abord descendre dans les profondeurs pour pouvoir se connecter? Parce que certains ont un éveil et ensuite font ce travail-là. Est-ce qu'il y a quelque chose un protocole ou Il n'y a pas vraiment une chronologie dans les étapes. Ah, c'est un ensemble, c'est que mon être croît en extension. Je crains un peu le fait de privilégier un axe plutôt que l'autre. Vous voyez, j'ai vu des personnes faire un travail de psychologie très long. Je comprends ma psychologie, mes bobos, mes blessures, mes complexes, et j'entre à l'intérieur de moi-même pour bien comprendre tout ça. Mais je bouge pas. Je n'évolue pas dans ma vie, je reste là, j'ai tout compris, mais ça ne change rien à ma vie. J'ai vu d'autres personnes faire tout un travail d'élévation de conscience, faire des retraites, aller dans des ashrams, etc., mais n'avoir absolument rien compris à leurs blessures psychologiques et à leurs complexes. Et donc, elles ont une grande aspiration, mais elles sont retenues. C'est un peu comme si nous voulions, avec notre petit bateau, quitter le port sans avoir d'abord défait les amarres qui nous y accrochent. Donc, nos blessures, nos ancrages, nos automatismes, nos systèmes de pensée, notre mindset. Il s'agit de défaire ces amarres qui sont parfois un peu gluantes et puantes et c'est pas très agréable de faire ce petit boulot-là, mais c'est nécessaire pour larguer le bateau. Et puis, si j'ai juste largué mes amarres, donc compris ma psychologie, mais j'ai juste pas fait autre chose, mon bateau tourne en rond. J'ai donc besoin de comprendre, mais quel est mon mât? Comment je le dresse, mon élan de vie, et comment, en dressant mon mât, je peux apprendre à ouvrir la voile de mes talents, de ma sensibilité, de ma délicatesse pour capter le souffle et faire mon beau voyage. Et le risque, voyez-vous, c'est que soit je n'ai pas défait, j'ai juste défait mes amarres, mais j'ai pas levé la voile et donc je retourne en rond, soit j'ai juste dit, ben, moi je vais capter le souffle et tout ira bien et j'ai pas défait les amarres. Et bon, il ne faut pas faire un dessin que, tac, ça va casser. Et beaucoup de gens qui ont seulement une pratique spirituelle sont au bord de la dépression.
parce qu'il leur manque le fait de larguer les amarres, quitter ce que j'appelle quitter nos enfers moments, qui peuvent se révéler infernaux. Hmm. Est-ce qu'on pourrait décrire vos deux, dans les deux, pas deux extrémités, mais ces deux aspects-là, vos deux expériences personnelles qui ont fait le plus grande différence pour ouvrir chacun de ces aspects-là de vous? Je veux dire, le côté spirituel et le côté plus mécanique, est-ce qu'il y a deux expériences que vous aimeriez partager et pour qu'on puisse voir comment je veux dire, ce point de bascule-là qui est intéressant, qui a l'air de se passer à deux niveaux finalement, pour être un être plus dans sa plénitude et goûter plus à l'existence. Oh, il y a certainement plusieurs choses que je pourrais dire, mais la première qui me vient à l'esprit, c'est que je sentais en moi un potentiel qui n'était pas du tout développé dans ma vie d'avocat, bien gentil, faisant bien ce que tout le monde attend de lui, etc. Et que j'ai senti cette puissance de vie qui avait du mal à vivre, à se mettre au jour. Et c'est une des raisons qui m'a amené en thérapie. Une autre, c'était que je me battais contre le temps et que heureusement, j'ai réalisé que c'est un combat perdu d'avance. J'avais besoin de trouver le moyen de faire du temps un allié, hein, un associé dans le projet de vivre. Et donc, en entrant en thérapie, effectivement, j'ai très vite compris une première mécanique qui m'enfermait, une amarre, qui était le fait d'être gentil pour plaire et recevoir de l'appartenance, de l'intégration, de la reconnaissance. Thomas, tu fais tout bien, quel beau garçon, quel blablabla, tout ça, qui me donnait l'impression de valorisation parce que je n'avais pas développé suffisamment d'estime de moi. Donc voilà, je défais petit à petit le piège en travaillant la connaissance de moi, l'estime de moi, l'accueil de mes ombres, de mes fragilités, mais aussi de mes talents et de mes forces. Et ça me libère un peu de mes enfermements, mais j'ai toujours pas l'élan vers où je vais avec ça. Mon petit bateau est un peu plus libéré, mais il sait toujours pas où il va. Et là, je dois reconnaître que le travail que j'ai fait pendant des années avec Guy Cordeau, le psychanalyste jungien, qui était mon meilleur ami, avec qui j'ai beaucoup travaillé, il m'a fait travailler d'abord, et puis nous avons travaillé ensemble sur la notion de l'élan de vie, l'élan vital, dans l'esprit du philosophe Bergson. Et comment trouver notre élan, notre fil rouge? Après, moi, j'ai appelé ça le fil rouge. Eh bien, tout le travail que j'ai fait avec lui m'a permis d'affiner mon fil rouge, de réaliser notamment en le voyant faire comme thérapeute accompagnant, combien cette capacité d'aider les êtres humains, de créer des contextes favorables à l'accouchement de soi-même, ce travail de sage homme, me touchait. Et là, j'ai commencé à sentir le tressaillement de mon élan de vie, que je nourrissais aussi à l'époque. Je me suis occupé de gamins de la rue, pris dans la drogue, les gangs de rue, etc., quand j'étais encore juriste. Et là aussi, j'avais tressailli à l'intérieur de me dire, mais moi, j'aime m'occuper d'humains, j'aime voir qu'un gamin rebelle peut être écouté et se pacifier, j'aime voir qu'un gamin qui n'a pas trouvé de sens dans sa vie, si on échange sur ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, petit à petit discerne. J'ai envie d'être là, à cet endroit-là. Et donc, voilà, il y a à la fois cet aspect de défaire ce qui empêche de vivre et de s'éveiller à ce qui fait sens. Mm. Qu'est-ce qui fait vraiment tressaillir notre âme? Ouais. Mais je sens que ça, c'est quand même comme ça, c'est-à-dire que c'est l'âme qui s'exprime dans l'incarnation. Et est-ce qu'il n'y a pas un troisième axe, le fait de se connecter, se brancher? Je veux dire, est-ce que vous avez eu des expériences mystiques, des choses qui sont venues, que vous avez senti qui descendaient en vous? Une expression ou quelque chose qui s'est ouvert, ou une nuit noire de l'âme peut-être, ou quelque chose qui a permis d'ouvrir au niveau vous voyez, de cette ouverture vraiment spirituelle et du divin, ou elle a toujours été là et elle vous a toujours habité? Alors, si loin que je revienne, que je remonte, cette intuition profonde d'appartenir à quelque chose de beaucoup plus vaste que nous m'a toujours habité. J'ai grandi dans la tradition catholique très pratiquante et de bonne volonté, je dirais, qui m'a donné un éveil, un goût de la prière, de la conscience que quelque chose qu'on appelle Dieu existe et que ça mérite notre attention. J'ai été éveillé à ça. Toutefois, à un moment, je me suis senti un peu à l'étroit dans les définitions, dans les formules, dans les rituels. Il y avait une partie de moi qui se sentait comme un oiseau libre pris dans une cage et qui avait besoin de sentir un contact beaucoup plus personnel et vivant avec cette dimension spirituelle. Il se fait que j'ai grandi dans cette campagne d'où je vous parle. Je suis dans ma maison familiale ici, au milieu de la forêt, avec un père forestier, une mère qui adorait la vie extérieure, le jardin, jardinier, etc. Et j'ai très vite perçu cette présence à la nature et donc cette appartenance à quelque chose qui a prévalu bien avant moi, qui durera bien après moi, et que je suis juste passager, un petit moment, dans un univers plein de vie,
dans lesquels il y a manifestement un projet, trop de beauté à voir, à goûter, à savourer, pour qu'il n'y ait pas une magnifique intelligence qui est présidée. On ne peut pas juste imaginer que c'est un hasard biologique qui fait sortir une jonquille là au printemps toute jaune de la terre noire, ou qui fait sauter un chevreuil avec la grâce infinie au-dessus d'un fossé. C'est pas juste de la biologie qui fait ça. Il y a une intelligence, un cœur, une vision qu'on peut appeler Dieu ou l'univers ou l'infini, peu importe les mots. Mais donc, depuis que je suis gamin, j'ai une vision, bon, vous l'appellerez comme vous voulez, je ne sais pas si c'est du mysticisme, c'est juste la conscience qu'il y a une vraie dimension spirituelle à la vie. Ouais. C'est qu'il y a cette expérience qui peut être aussi comme une grâce, comme une bénédiction d'être baigné. Certains êtres décrivent ces moments de joie qui sont tellement intenses où on est dans ce grand tout, où on baigne comme dans la source. Est-ce que vous les avez aussi? Oui, j'ai eu ça. J'ai régulièrement animé des sessions dans le désert avec des groupes. J'emmenais les jeunes. C'était venu du fait qu'avec l'association pour les jeunes de la rue, nous avions réalisé qu'emmener les jeunes dans le désert, ça leur permettait de se décaper de toutes les habitudes, les automatismes, les conforts, et réaliser que la vraie joie naît du simple plaisir d'être ensemble sous les étoiles avec trois brindilles qui font une petite flamme. C'est sobre la vie, c'est extrêmement sobre. Et donc j'ai gardé la joie d'aller marcher dans le désert, et j'ai emmené pendant une dizaine d'années des groupes faire un travail de connaissance de soi dans le désert. Et je me souviens d'avoir traversé un moment un long passage de dunes avec les chameaux, c'était en Tunisie, et de m'être arrêté, d'avoir vraiment eu une impression de dissolution dans l'univers, comme ça, comme si tout d'un coup j'étais comme un grain de sable, prêt à voyager avec le prochain courant d'air. Et c'était une impression extrêmement agréable de perte de la séparation, l'impression de séparation ou de retrouvailles, mettons-le positivement, de l'impression d'union complète. Et donc, j'ai vraiment, ça confirmait cette idée que c'est pas parce que je suis dans un corps individualisé que j'ai perdu ma dimension universelle. Elle est juste là pour me permettre de percevoir que je suis un être infini, même si mon corps est fini. Je suis un être infini, un peu coincé dans un corps fini. J'en parle pas mal dans mes conférences, parce que ce sentiment de finitude peut nous aveugler et nous faire naître beaucoup de peur et d'appréhension par rapport notamment à la mort, la maladie, la vieillesse, parce que la vision est arrêtée à cette finitude au lieu que d'être nourrie par l'infinitude. Ouais. Cette peur de disparaître, hein. On a aussi bien, vous les décrivez dans vos conférences, dans vos livres, cette peur d'apparaître et de disparaître. C'est ça. Cette peur de la mort vient quand même nous hanter un petit peu plus, revient avec le virus et tout ce qui se passe devant nous. Et ça, c'est une... comment traverser cette peur, je veux dire, de disparaître là, même de paraître pour pouvoir proposer des solutions, pour pouvoir faire partie de la solution comme vous décrivez dans votre dernier livre. Pour moi, je vois le bénéfice de s'ancrer de plus en plus dans l'intime de notre être, et donc ne plus être agité par les émotions de surface. Ça demande un travail de connaissance de soi qui, à mes yeux, devrait faire partie de toute scolarité. Tout enfant qui va à l'école devrait pouvoir apprendre dès l'enfance avec lire, écrire et calculer, et devrait pouvoir apprendre comment je me sens, ce que ça dit de moi, quels sont mes talents, comment les mettre au monde, comment laisser foisonner tout ce trésor intérieur au service de la vie communautaire. Mais tout enfant devrait également apprendre à savoir qu'est-ce qui l'attriste, qu'est-ce qui le peine, qu'est-ce qui le fait se sentir seul ou en colère, et qu'il a besoin de comprendre avant que de faire payer sa colère aux autres. On voit bien la dimension d'intériorité citoyenne que je chéris dans mon travail. J'en ai fait un bouquin, l'intériorité citoyenne, pour montrer que ce travail de connaissance de soi est au service de la vie commune et devrait être enseigné depuis la maternelle. Et pour répondre à votre question, je pense qu'aujourd'hui, l'épreuve que nous vivons nous invite justement à trouver cette ressource profonde à l'intérieur de soi, et à ne plus être, je dirais... Oser paraître, mais sans être... parce que c'est du oser paraître sans être dans le paraître, et c'est du oser disparaître, mais tout en étant dans cette présent, dans cette omniprésence. Oui, c'est ça. Alors, on peut imaginer, je le mime comme ça dans les conférences, ou plutôt dans les formations, et dans le respect de la compréhension de chacun, mais on peut imaginer, ça fait partie de ce que pas mal de sagesse nous propose, que notre âme s'individualise un moment, elle quitte le grand tout, la plénitude, la totalité, et elle s'individualise dans un corps de mère, et elle a peur de perdre la totalité, l'appartenance, le soutien du grand groupe, parce que tout d'un coup, elle s'est dit, oups, j'arrive dans un individu
individu, j'ai perdu mon appartenance. Toutefois, dans ce corps, il y a quand même de nouveau une sorte d'appartenance. C'est chaleureux, ça gloute un peu, on me parle, je suis accueilli et je retrouve une impression de lien. Mais ça ne dure pas, 9 mois plus tard, pouf, de nouveau séparation pour éclore à la vie, respirer par moi-même. Et on peut donc imaginer qu'avec ces deux processus d'individuation, il y a du stress, il y a la peur de disparaître, de quitter la totalité, d'être tout seul, de devoir se battre, mais aussi la peur d'apparaître. Comment je fais tout seul? Avant, j'avais tous mes copains là en haut, ou en tout cas cette impression de fusion-confusion, on peut le voir comme ça en tout cas. Comment je fais pour vivre par moi-même? Donc à la fois j'ai besoin d'apparaître, parce que sinon je vais mourir, il faut que j'existe, mais j'ai peur de disparaître. Et donc je pense que dans nos vies, nous combinons sans arrêt ces deux anxiétés, tant que nous ne remontons pas en amont pour dire mais de quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui peut arriver à mon être infini? Oui, des ennuis dans la finitude, mais aussi des joies dans la finitude. Et donc, sur quoi je mets mon esprit? Les ennuis de la finitude, les petites angoisses, la peur de mourir, ou l'extase d'être conscient dans un monde qui est au fond magnifique, dans lequel il se passe infiniment plus de belles et bonnes choses que de tragédies. Mais notre système s'est enroulé sur les tragédies et les médias ne nous servent que des tragédies. C'est complètement irréaliste. La vraie réalité, c'est qu'il y a bien plus d'enfants qui naissent en parfaite santé que d'enfants qui naissent avec une maladie, et bien plus de parents qui choisissent leurs enfants avec courage à travers les difficultés que d'enfants qui sont dans la tragédie. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de la tragédie, mais nous avons besoin de célébrer la beauté de la vie et de changer le mindset de la culture du malheur. Oui. Ouais. Et donc, parce que là, en ce moment, beaucoup changent professionnellement. Quand on parle, est-ce que ça vous parle le fait de dire mission de vie ou vous utilisez donner du sens à sa vie? Là, d'ailleurs, c'est même dans le titre, hein. Et comment trouver ça? Parce que beaucoup de personnes cherchent ce pourquoi ils sont destinés presque, ou à faire que leur âme peut contribuer à ces changements de vie et d'être en mouvement. Comment trouver ce qui nous définit? Est-ce qu'il y a quelque chose d'unique? Est-ce que ça s'inscrit, c'est un truc qu'on doit faire, ou finalement c'est plus une manière d'être pour vous? C'est surtout une manière d'être, hein. C'est vraiment une manière d'avancer sur le chemin. Et ça se trouve en le cherchant. C'est aussi bête que ça, mais beaucoup de gens se sont résignés. Ils ont dit, ben voilà, ma vie est dure et j'ai une petite routine, mais je m'en accommode et je reste là-dedans et ne cherche plus. Et donc, ils ne cherchent pas, ils ne trouvent pas. Mais si tout d'un coup, à l'intérieur d'eux-mêmes, s'éveille le désir profond de trouver une autre façon d'être au monde, cette puissance de vie est extraordinaire. Et c'est comme la puissance de vie qui fait que bien que là, on a encore l'impression d'être en hiver, eh bien, il y a que des premières fleurs commencent à sortir avec une énergie incroyable. Cette énergie est en nous. Nous appartenons au vivant. Je refais ce geste de réaliser. Tout l'univers est là, la nature est fidèle au poste, elle souhaite l'éclosion et la vie. C'est nous qui freinons avec nos petites pensées en disant bah, j'ai fait telles études, j'ai tel conjoint, j'ai telle situation, je ne vais pas bouger, ça reste comme ça. Ben, c'est ton choix, hein. Et tu peux aussi sentir la partie donc on va bousculer tout ça, hein, on va avancer, on va mettre en place quelque chose. Et ça demande de ne plus se voir comme un écran d'ordinateur avec des boutons sur lesquels on clique. Nous sommes un processus vivant avec des rythmes et des saisons. C'est pas parce que je décide de planter dans mon jardin intérieur plus de joie, plus de paix, plus de fraternité, plus d'enthousiasme que tout d'un coup c'est là. Ça, j'ai planté et ça poussera quand ça poussera. Hein? Le jardinier est maître du soin, mais n'est pas maître de la saison. Et donc, la saison va venir, mais c'est pas moi qui décide. Et ça appartient à cet ordre plus spirituel à mes yeux. Mais ce en quoi j'ai acquis la pleine confiance, c'est que si je décide d'aller vers d'autres qualités d'être, tout l'univers va conspirer à m'y emmener. L'univers veut notre bien. L'univers, Dieu, la grâce, la vie, hein, la providence, mettons les mots qu'on veut. J'en ai acquis cette conviction incroyable. Je vois tellement de transformations autour de moi depuis des années, des transformations stupéfiantes, mais qui viennent parce que les personnes tout d'un coup décident j'ai envie d'aller par là, ça ferait sens de vivre ça, je voudrais tel genre de projet de vie. Et ce que j'observe, voyez-vous, c'est que si je deviens aimant de la qualité de vie que je veux avoir, je l'aimante. Et je demande à personne de me croire sur parole avec ce plaisant jeu de mots, mais de le vivre. Devenez aimant de la perspective de la nouvelle vie. Chérissez cette perspective. Côtoyez-la tous les jours comme un mantra.
comme vraiment une formule de transformation. Et petit à petit, les circonstances favorables à votre transformation vont venir. Ouais. Quand j'ai pris conscience que j'avais besoin de changement, et la colère m'y a aidé, on en a parlé tout à l'heure, un jour j'ai fait exploser mon porte-document de juriste sur mon lit dans mon appartement de célibataire. Faut que ça change, sinon que je meurs. Et je bazarde mon truc comme ça qui explose avec tous les documents qui vont. Je me suis dit, waouh, là, t'es franchement en colère. Arrête d'être gentil, accueille ta colère. Et je me suis assis dans la chaise à écouter ma colère, qui faisait bouillonner en moi le besoin de changement. Ce n'était pas les autres qui avaient besoin de changer, c'est moi qui avais besoin de changer. Ouais. Mais c'est un grand paradigme, un grand moment, je trouve, quand on bascule vers l'univers n'est pas contre moi, la vie n'est pas contre moi, mais elle est avec moi pour mon évolution. Voilà, absolument. Absolument. Et j'ai donc besoin d'entendre ce que la vie m'envoie comme signe. Et là, cette colère, je ne reviens pas dessus, mais juste quand j'ai réalisé que j'ai besoin de changement, et ce n'est pas parce que je ne vois pas par où changer, ni vers quoi changer, que je n'ai pas besoin de changement, parce qu'il y avait en moi un petit processus assez débile de raisonnement. Tu ne sais pas par où changer, ni vers quoi changer. Donc, tu n'as pas besoin de changement. Vous voyez, genre de raisonnement absurde, mais qui me permettait de cocooner dans ma zone de confort, évidemment. Bien sûr. Il y avait un bénéfice à la chose. Mais quand j'ai accepté de dire, attends, c'est pas parce que tu sais pas vers où ni comment que tu n'as pas besoin de changement. Tu vas côtoyer ton besoin de changement qui est en creux, en manque. Et ça, la communication non violente m'a bien aidé. C'est pas parce que le besoin est en creux que je vais mal. Évidemment, c'est pas confortable, mais c'est précieux. Il y a une aspiration. Et alors, j'ai côtoyé mon besoin de changement. Ça revient à l'inspiration en me disant, bon, vers quoi ça serait? Et puis j'ai commencé à clarifier, mais moi je veux plus d'humanité, je veux plus de fraternité, je veux plus de fantaisie, je veux plus de joie, je veux plus de profondeur, je veux plus de sens spirituel. Et les formations auxquelles j'assistais me donnaient chaque fois ça. Mais je ne vais pas passer ma vie en formation comme ça, à faire mon shopping dans le développement dit personnel. J'ai envie de vivre comme ça. Et aujourd'hui, je vis comme ça. C'est ma vie. Je ne peux pas vivre sans ça. Donc, je nous invite à côtoyer nos élans et à préciser de plus en plus par où ça va, quel est l'axe, et sentir notre être qui tressaille de plus en plus, c'est par là que j'ai envie d'aller, et donc devenir aimant pour aimanter. Oui. Donc les décisions sont prises comment pour vous maintenant? Alors, ça, comment vous choisissez? Ça, c'est aussi précieux de nommer que longtemps j'ai pris des décisions par la volonté. C'est mon cerveau qui disait on va faire des études de droit, on va faire un stage d'avocat, on va accepter que c'est dur, qu'on est mal payé, c'est pas grave, on va y arriver. Hein, très mental. Et bon, ça m'a permis sans doute de survivre. Après, j'observe que le processus d'évolution vers qui nous sommes vraiment n'a pratiquement plus rien à voir avec la volonté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de détermination, mais elle n'est plus de l'ordre de la volonté. La détermination, ça veut dire là, je ne marchanderai plus sur les valeurs que je veux vivre. Par exemple, quand j'ai décidé d'être vrai, je ne marchande plus, je veux être vrai. Et ce n'est pas forcément confortable. Hein. D'abord, être vrai avec soi, ne plus se compter des histoires, mais s'asseoir régulièrement pour dire là, t'es sincère ou pas sincère, hein? Tu t'inventes encore un petit jeu gentil pour te faire plaisir et te racrapoter dans tes pantoufles de zone de confort, ou est-ce que tu es vraiment vrai? Waouh, ça décape. L'intégrité de soi vis-à-vis de soi, oui. Oui, c'est ça. Et puis être vrai avec les autres, ne plus accepter une posture de gentil. Ça ne veut pas dire que je cesse d'être courtois, j'adore la courtoisie, c'est vraiment très agréable, mais une courtoisie sincère et honnête. Eh bien, je propose donc d'intégrer cette discipline. C'est une discipline de non-violence, je dirais, avec soi. J'accueille mes élans, je suis sincère avec mes élans, je m'y ancre de plus en plus, et c'est plus la volonté qui préside, c'est mon être qui pivote. La joie plutôt qui guide, alors. Ah oui, la joie, l'inspiration, vraiment. Se sentir bien là où on est à tout instant, et si ce chemin résonne, comment vous l'exprimez? Oui, alors je ça, vais dans cette direction? Sentir qu'il y a un véritable alignement de ce à quoi je pense, ce que je ressens dans mon cœur, ce que j'exprime par mes mots et les démarches que je fais avec mes jambes. Donc cet alignement, je tends vers ça de plus en plus. J'en parle d'autant plus volontiers que moi je pensais des choses par ici, je ressentais des choses par là et puis je ne savais pas par où avancer. Oui. J'ai bien connu ce désalignement, cette dispersion, cette impression de vouloir goûter toutes les choses, de courir d'une chose à l'autre. J'ai beaucoup couru parce que ma vie n'était pas alignée, donc je cherchais un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Nous avons besoin d'apprendre à nous aligner et on le voit, ce n'est pas qu'un enjeu individuel, c'est vraiment un enjeu collectif.
Nous avons créé une société très dispersante où tout le monde court dans tous les sens et ça ne nous rend pas heureux. Hmm. J'ai beaucoup aimé que vous utilisiez le terme co-créateur de sa vie, co-créateur avec l'univers dans votre dernier livre. Comment Ah, vous l'entendez, ce mot co-créateur? ben de nouveau, on vient d'évoquer l'idée que j'ai acquis cette conviction que la vie nous veut du bien. La vie veut notre éveil, elle veut notre appartenance, comme elle souhaite que la fougère devienne une gracieuse fougère, que la buse vole gracieusement, que la grue qui passe en joyeuse colonie dans le ciel soit belle avec un beau mouvement de V. La vie veut l'expansion, l'harmonie, je dirais même, permettez-moi d'être sincère, l'élégance. Il y a une élégance. Si de temps en temps il y a de l'agressivité dans la nature, elle est très ponctuelle juste pour assurer la survie, mais elle n'est pas fonctionnelle, elle n'est pas, je veux dire, constante. C'est un petit à côté. Et je suis très épaté par le beau livre écrit par Pablo Servigne et Gauthier Japel sur l'entraide, l'autre loi de la jungle. Magnifique ouvrage. Parce que la vraie loi de la vie, c'est l'entraide, le partage, la cohabitation qui permet à la vie d'être vie, de se construire et tout d'un coup, pour nous, les humains, d'apparaître. Donc, je nous invite à voir que la vie veut notre expansion, notre ouverture, et que c'est nous qui y résistons par nos petites pensées ratatinées, je dirais. Mais les astrophysiciens nous disent tous que l'univers est en expansion. Depuis le Big Bang, pouf, dans la nature, il n'y a rien de fixe, tout est en mouvement. Même les montagnes sont en mouvement, tranquilles sans doute, mais en mouvement. Tout bouge, tout est fluide, avec un certain degré de fluidité bien sûr variable. Et donc la seule chose fixe, qui n'existe pas dans la nature, la seule chose fixe, c'est l'homme qui l'a inventé. L'homme a inventé l'idée fixe. Le jugement, la croyance, la certitude à laquelle on s'accroche. Bien que la vie nous invite à bouger, le cours de la vie est là, les hommes s'accrochent à leur certitude et ils s'étonnent d'être malheureux. Mais ils sont à contre-courant de l'expansion, de l'ouverture et de la fluidité. D'où Nous avons donc l'importance, comme vous besoin de... dites, d'être généreux avec soi-même. Oui. La première part d'humanité dont nous avons la charge, c'est nous. Le premier être humain à qui nous avons besoin d'apporter empathie, tendresse, soutien inconditionnel, amour profond, lucidité, discernement, encouragement, c'est nous. Et de cet état de solidarité intime avec l'être que nous sommes, se dégage un état de solidarité pour tout être humain. Mais si vous n'aimez pas l'humain en vous, comment par hasard allez-vous aimer l'humain en l'autre? Vous allez juste aimer chez l'autre ce qui vous rappelle ce que vous aimeriez trouver de bien chez vous. Mais dès que l'autre ne vous plaira pas, vous allez le détester. Alors que si vous apprenez à vous aimer dans ce que vous aimez, dans ce que vous aimez moins, dans vos lumières, bien sûr, que chacun a, mais aussi dans votre ombre, le fait que l'autre est de l'ombre, vous l'accueillez avec bienveillance. C'est de nouveau un enjeu citoyen que d'avoir fait ce travail-là. Ça devrait être davantage connu. Donc pourquoi ce livre maintenant par rapport aux jeunes? Parce que je sais que vous avez trois filles. Je rappelle le titre de votre dernier livre, c'est pardon, Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie aux jeunes, pour les jeunes. Pourquoi ce livre maintenant? Parce que c'est une réflexion qui me vient depuis une dizaine d'années. D'ailleurs, je fais une conférence sur ce sujet depuis bientôt 10 ans. Et c'est souvent mon processus. Je fais d'abord une conférence pour voir si le propos passe, si l'articulation, le développement de la conférence touche les gens, quelles sont les réactions. Et si les gens s'intéressent en disant est-ce que vous avez un livre, est-ce qu'on pourra aller plus loin dans la réflexion, alors je me sens soutenu à l'idée de développer un ouvrage. Et puis souvent, ça me donne aussi la trame. J'ai mon squelette pour écrire le livre. Et donc, voilà, cette conférence a bientôt une dizaine d'années et elle m'est venue simplement de mon observation comme père, de me dire, tiens, c'est drôlement important le rôle de père. Les enfants observent, captent. Et je lui dis, mais moi, qu'est-ce que j'ai capté? Et alors, je pensais à mes parents, j'ai eu la chance d'avoir de bons parents, mais aussi des grands-parents magnifiques. Et il me dit, mais j'ai capté beaucoup de choses. Et là, la précision s'est faite que j'ai pas tant capté ce que les générations précédentes disaient, ni ce qu'elles faisaient, mais ce qu'elles étaient. C'est leur qualité d'être. Et c'est le sous-titre de mon bouquin. Les jeunes n'écoutent pas ce que vous dites, ça les parents le savent. Ils n'écoutent pas ce que vous faites, ils écoutent ce que vous êtes. Waouh! Ils sentent la vibration de cohérence, d'alignement, de profondeur, d'ouverture ou pas.
Ils sentent si les valeurs de générosité, d'accueil et d'écoute, elles sont là, logées dans votre cerveau dit gauche, ou bien si vous les vivez. L'écoute, ça ne se recommande pas, ça se pratique. Le respect, ça ne se décrète pas, ça se vit. Et là, je me suis dit, voilà, mon livre Ouais. avec la couverture dessinée par mes filles, je suis très fier, c'est un travail de dessin de mes deux filles aînées, eh bien, nous invite vraiment à retrouver notre cohérence, notre alignement, d'abord pour le bien-être de cet humain-là, Ouais. qui a besoin de se réaligner, de cueillir ces différents morceaux pour se recueillir et être centré, en sorte qu'il laisse un sillage de cohérence qui fasse que les jeunes, en le voyant vivre, se disent, tiens, c'est intéressant d'être adulte. C'est aligné, c'est cohérent, ça a des belles valeurs qui sont mises au monde, il y a une capacité à traverser les conflits, les tensions, à se remettre en question, à changer d'axe quand c'est le temps de changer d'axe, à tourner les pages quand il est temps de tourner les pages. Moi, j'ai envie d'être adulte rapidement. Moi, Mhm. voilà, Mhm. je fais cette proposition devant une salle de conférence, les gens rigolent parce qu'ils se rendent bien compte que les jeunes n'ont pas toujours cette image-là du monde adulte. Alors, c'est écrit sans aucune culpabilité. Et évidemment, comme tout mon travail, l'idée, c'est juste de nous encourager à la responsabilité. La culpabilité, ça ne sert à rien, ça nous dissout, c'est un vitriol, ça nous divise. Ce qui est intéressant, c'est la responsabilité. Ouais. Et il est très bien argumenté. Avec les encadrés et tout, c'est clair comme ça, pour remettre un peu tout à niveau aussi. Parce qu'on peut le lire à plusieurs niveaux, ce livre également. Oui, bien sûr, on peut plonger dedans comme ça au milieu. Euh, Oui, mais il y a une mise à niveau, je veux dire. Par exemple, dans les encadrés, je vois sur la gratitude. C'est marqué la gratitude pour les débutants. Mais bon, même quand on se plonge dedans, on se dit, tiens, c'est une bonne petite piqûre de rappel, même si on pratique depuis pas mal de temps. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez, parce qu'on refera, je suis sûre, une autre interview plus spécifique, comme c'était la première. C'est vrai que là, il y a plein de questions comme ça. J'avais envie de connaître le personnage dans sa globalité. Mais est-ce qu'il y a quelque chose Thomas, que vous avez envie de partager avec nous, surtout avec ce qui se passe en ce moment ou autre, ou par rapport au livre, ou là où vous en êtes et vers où vous allez? Oui, ce qui me tient vraiment, vraiment à cœur aujourd'hui et qui est particulièrement activé depuis cette année d'épidémie, c'est notre responsabilité citoyenne de ne pas attendre que les gouvernants changent le monde. C'est à nous à apporter le changement. J'adore la formule qui est aujourd'hui bien connue de Gandhi, Be the change you want to see in the world. Sois toi-même le changement. Et Satish Kumar, qui est un sage contemporain que certainement bien des personnes commencent à connaître ou connaissent déjà depuis longtemps, et que j'ai eu la chance de côtoyer plusieurs fois, ajoute à cela non seulement be the change, but organize the change and communicate the change. Hmm. Et je souhaiterais que les personnes qui nous écoutent se disent, mais qu'est-ce que je fais dans ma vie pour organiser le changement? Pas forcément dans le monde, mais dans ma propre vie. Je l'organise, mais également je le témoigne, je le communique, je partage ce que je fais, je nomme mes transformations, je fais connaître le potentiel qui est en chacun de nous. Et pour aller de façon encore plus concrète, je termine la plupart de mes conférences en disant au public, imaginez que si vous avez aimé l'approche que je propose, la connaissance de soi au service de la relation, cette notion d'intériorité citoyenne, et particulièrement, mais il y a d'autres approches, bien sûr, la communication non violente. Imaginez la puissance de transformation si vous, il y a plein de parents parmi vous, vous allez sonner aux portes des directeurs d'école où sont vos enfants en disant, nous voulons des cours de connaissance de soi, de pacification de soi, de compréhension de l'ego et d'empathie pour l'autre. C'est fondamental pour nos enfants parce que ça, c'est les enjeux de demain. Et à côté de lire, écrire et calculer, on ajoute ce cours de connaissance de soi et d'empathie pour l'autre. Imaginez la puissance de Ouais. transformation. Donc, je souhaiterais que nous sortions de parfois une certaine docilité, inertie, et que nous osions bousculer nos institutions, secouer de façon non violente, mais quand même vigoureuse. La non-violence, ce n'est pas la non-vigueur, pour amener ces changements qui sont absolument nécessaires. L'école d'aujourd'hui forme pour les enjeux d'hier, mais pas pour les enjeux de demain. Et donc, il est plus que temps qu'on y mette des cours de collaboration, de partage, d'entraide, d'empathie, de codécision, de collégialité, ce qui n'est pas du tout rencontré jusqu'ici. Donc voilà, le message, c'est créer une émeute citoyenne bienveillante, bien sûr. Ouais. Et juste par curiosité, au niveau des formations et des choses que vous faites en ligne, parce que je suppose qu'il n'y a pas de voyage là, en ce moment, ni de stage ou très peu par rapport à d'habitude, comment vous évoluez aussi en ligne? Vous proposez des formations? Comment continuer avec vous?
Où effectivement, je propose avec mon ami Gabin Bellet qui a créé une petite plateforme qui s'appelle En Développement, et c'est son site En Développement, des cours en ligne pour apprendre des clés de connaissance de soi par l'outil de la communication non violente. Donc on fait ce travail d'ancrage en soi qui s'accompagne, je l'espère, pour chacun de nous, de ce mouvement d'éveil et en même temps d'une capacité horizontale à mieux se dire et à mieux écouter les autres. Donc c'est un travail assez global que proposent ces formations, et on a un module d'introduction plus l'équivalent d'une session de 2 jours et demi, et puis on a un module d'approfondissement qui est l'équivalent de 5 jours de formation sur des thèmes que je crois très pertinents, de comment apprendre à dire non et à entendre non, comment formuler la colère quand on vit la colère, mais aussi accueillir la colère de l'autre, comment transformer la culpabilité en responsabilité. Et voilà, c'est des enjeux, à mon avis, de société. Et donc, ce cours est en ligne sur le site En Développement. Mais c'est important de partager ça aussi parce que beaucoup sont à la recherche de formations comme ça ou d'outils, de façon de pouvoir gérer ce climat ambiant. Donc, merci de... Ah, particulièrement dans des espaces confinés où on a besoin d'apprendre à maintenir sa bulle, sa respiration, bien que l'on vive avec conjoint, enfant, télétravail. Et c'est toute une acrobatie que d'arriver à vivre Et on ça. se rend compte de l'importance de tout ça maintenant. Voilà. Encore plus qu'avant. Merci beaucoup Thomas, merci Thomas Dassembourg pour cette délicieuse interview et puis au plaisir de se rencontrer en personne. Merci Lilou pour ce bel accueil sur tant de sujets qui me tiennent à cœur. Merci beaucoup. Avec joie. Merci chers co-créateurs, à vous de partager cette vidéo si vous l'avez aimée, n'hésitez pas, à très vite. Au revoir, merci.